Eh bien, merci. Enfin, le voyage a été long, dense. Je, je pense que, en tout cas, cet éclairage à la fois sur le chemin pris par la technologie, puis surtout une vision, en tout cas un aperçu peut-être de possible, du temps pour en effet, pour le digérer. Peut-être un sujet n'a pas été développé. Est-ce qu'il y a un modèle européen derrière de tout ça? On a vu des modèles où tu pu nous ressortir des tendances à la fois américaines, chinoises sur ces sujets-là. Y a-t-il un modèle européen? Est-ce que la souveraineté, la régulation, des choses qui nous sont un peu plus propres, ont leur mot à dire et comment? Est-ce qu'il y a une place pour tout ça? Oui. Alors, pour l'instant, donc le modèle américain, c'est le modèle bourrin. C'est je fais plus gros, plus performant et je mise tout là-dessus. Le modèle chinois, comme assez souvent avec la Chine, c'est un modèle un tout petit peu plus, enfin, un peu plus malin, un peu moins bourrin. C'est l'idée de faire des systèmes très performants, mais de mettre beaucoup en open source pour que l'ensemble du monde utilise les systèmes chinois dans la construction des technologies qui en dépendent. Et d'ailleurs, dans les labos américains, tous les labos de second ordre, pas les premiers, ceux qui construisent des systèmes, mais tous les autres, ils utilisent des systèmes chinois open source qui réentraînent pour faire leurs propres produits. Et donc, il y a presque une dépendance de la chaîne de valeur américaine aux Chinois. Donc ça, c'est un petit peu les stratégies de part et d'autre. Nous, là-dedans, on parle de plusieurs stratégies. Il y a une stratégie dont on parle, c'est, on va dire, pour interfacer un peu plus la dimension écologique, c'est de faire de l'IA frugale. Certes, c'est une bonne idée, on en a besoin, mais bon, pour l'instant, face à des mastodontes qui produisent des services qui sont vraiment très performants, clairement, ça ne suffit pas. Même si je suis évidemment pour, si on arrivait à faire du frugal au même niveau de performance, banco. Malheureusement, on en est très très loin. Donc, c'est pas, je pense pas que ça soit réaliste de fonder notre souveraineté sur l'IA frugale, même s'il faut en faire. Pour plein de cas d'usage, ça va très bien. Euh, il y a une voie qui est celle aussi dans laquelle je m'inscris avec mes travaux avec la sénatrice Vanina Paoli-Gagin et le SGPI, c'est de dire qu'il y a des briques dans la chaîne de valeur qui aujourd'hui sont peu adressées et qui demain deviendront critiques, notamment autour de la sûreté des systèmes d'IA et de la sécurité des systèmes d'IA, tout comme l'aviation a pu vraiment prendre son envol, c'est le cas de le dire, quand on a eu une industrie de la sécurisation des systèmes bien aboutie. Ben, en France, on a une vieille tradition de l'évaluation du logiciel, on est plutôt bon là-dedans, et donc on pourrait avoir des géants de la sûreté des systèmes d'IA qui à la fois donnent un caractère opérationnel à nos législations et donnent une force d'exportation de certaines briques technologiques là où les autres se sont moins positionnés pour l'instant. Mais il va falloir aller vite et pour l'instant, je ne vois pas encore un sursaut suffisant à ce niveau-là. Et puis la troisième chose, la troisième voie, évidemment, c'est celle qui est représentée par Mistral, c'est de dire on a besoin de champions nationaux et si possible pas que un, même si c'est déjà bien qu'on en ait un et qu'en Europe ça nous quand même ça nous caractérise aujourd'hui. En France, on a un vrai champion. Et à ce niveau-là, hein, je vais redire ce que Arthur Mensch a dit il y a quelques jours à l'Assemblée. Euh, il y a un besoin évident, c'est de flécher toute la commande publique et 100% de la commande publique sur du produit français européen pour que tout soit réinvesti ici. Tant qu'on ne fait pas ça, on perd, enfin, il y a un déficit commercial complètement dingue qui se creuse et c'est du bon sens quand tous les autres font pareil de le faire aussi. Malheureusement, on est dans un monde mondialisé, mais on a besoin de certains éléments de protection, notamment au niveau de la commande publique par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est évident. Et en faisant ça, on a peut-être une chance de faire émerger d'autres géants parce que tout d'un coup, il va y avoir de la demande, donc l'offre peut se constituer. Là, aujourd'hui, notre demande part beaucoup aux États-Unis. Et puis, des acteurs comme Mistral vont pouvoir continuer à se développer et à grossir. On a besoin d'avoir des géants. On a besoin. En France, on a une pudeur vis-à-vis de ça. On a tendance à considérer qu'une boîte qui réussit, qui marche super bien, qui devient grosse, c'est un problème avant d'être une solution. Et dans un monde économique, pour un pays, c'est d'abord une solution. Et donc, qu'on aime ou pas Arthur Mensch et la boîte qu'il crée, on a absolument besoin d'eux et on a absolument besoin d'autres comme eux. Donc, voilà. On ne peut pas faire l'économie de participer à cette course industrielle, sous peine que les autres le fassent sans nous, évidemment, que écologiquement, ça soit encore plus désastreux parce que on a quand même en Europe un peu moins, enfin notre énergie est un peu moins carbonée que les autres, donc c'est un peu mieux quand c'est nous qui développons nos propres solutions. Et puis surtout, si on le fait pas, hein,
dans 2 à 4 ans, on se retrouve complètement vassalisé, on n'aura aucun levier. Donc là, il y a une urgence absolue de construire des leviers sur l'IA, sur la robotique, d'avoir des briques à proposer au monde et d'avoir des solutions plus souveraines. On n'est jamais 100% souverain ou plus autonome, en tout cas, qui soient tirées par le fait qu'il y ait de la demande. Il y a d'autres questions. On était parvenu une ou deux. Sinon... Et juste pour un dernier mot sur ce qu'on vient de dire, moi je trouve qu'il y a un signal qui est beau quand même, c'est que par rapport au modèle social, humain de l'Europe, on voit des chercheurs comme Yann Lequin, des entrepreneurs comme Arthur Mensch, des patrons comme Bertrand Rondepierre qui travaillaient aux États-Unis chez des géants de la tech, chez Meta pour Yann Lequin, Arthur Mensch, je crois qu'il était chez Google ou je me trompe peut-être, Bertrand Rondepierre, hein, qui est le président de l'AMIA, de l'agence ministérielle d'IA de défense, qui travaillait chez Google. 3 exemples de personnes qui sont revenues en France dans l'état actuel du monde en se disant on a quasiment un acte patriotique, en tout cas pour Bertrand Rondepierre, c'est clairement le cas, parce qu'il s'est assis sur des chèques énormes de la part de Google pour venir être payé de façon institutionnelle, donc quand même pas les mêmes montants, et qui reviennent pour créer des sociétés ici et pour essayer de construire ce tissu-là. Donc, on a absolument besoin au niveau politique d'aider ces entrepreneurs et en faire des rôles modèles, de donner envie à d'autres de faire pareil et de montrer qu'il y a un terreau économique qui est suffisamment fertile pour que d'autres qui sont très bien payés ailleurs reviennent ou ne partent pas. Oui, vu ce que vous nous annoncez en termes écologiques, géopolitiques à l'échelle mondiale. C'est pas moi qui l'annonce. Hein. Oui, non, mais en tout cas, ce que vous relayez aujourd'hui et en termes de travail, quel est l'intérêt de l'IA pour l'humanité? Alors là, c'est des réflexions qui sont quasiment cosmiques. C'est-à-dire que est-ce qu'on construit la technologie pour l'intérêt de l'humanité? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout que l'humanité, qu'il y ait quelque chose comme l'humanité qui est une espèce de volonté propre. Je ne crois pas du tout à ça. Et je ne crois pas que la technique, je ne crois pas que l'innovation soit du progrès. Je crois que le mot progrès, ça a été un mot purement inventé par les Lumières, qui a en plus été, on va dire, justifiant pour tout un tas de problèmes colonialistes, etc. Et je ne crois pas qu'on progresse. Évidemment, on progresse en médecine parce qu'il y a moins de morts. On progresse dans des domaines où on peut mesurer techniquement. Mais le progrès de l'humanité, le progrès moral de l'humanité, la technique n'y touche pas. Elle vient s'imposer à travers l'humanité. À partir du moment où on peut, on fait. Alors, il y a un contre-exemple à ça qui est intéressant, c'est l'arrivée des armements biologiques. Dans les années 60, il y avait une course à l'armement biologique qui était terrifiante. On a cru que ça allait repartir comme crise de Cuba, etc., et qu'on allait passer proche de la fin du monde. Et puis, en fait, il y a eu 2 rapports, un de l'ONU, un de l'OMS, qui ont chacun montré une des caractéristiques des technologies du vivant. Un des rapports a dit, regardez, c'est une technologie qui est fondamentalement incontrôlable. Je peux balancer un virus sur mon ennemi et vacciner mes soldats. Le virus, il va muter, il va se retourner contre ma population. C'est pas comme le nucléaire, on sait pas, c'est pas circonscrit dans l'espace et dans le temps, etc. C'est trop incontrôlable. Et puis, c'est aussi trop accessible, c'est massivement accessible. C'est beaucoup plus facile de construire des virus, encore plus aujourd'hui, que de construire des ogives nucléaires. Et donc, ces 2 rapports, ils ont donné l'idée aux grandes puissances qu'en fait, ce n'était pas leur intérêt de développer ces arsenaux, donc notamment les Russes et les Américains à cette époque-là. Et ils se sont dit, si on continue à construire ces arsenaux, en fait, on est en train, d'une part, de réduire le contrôle sur nos armements, et d'autre part, on est en train de développer le savoir-faire pour que des puissances moyennes puissent s'armer et avoir des armes de destruction massive qui réduiront notre avantage nucléaire de façon comparative. Et donc, ça a permis un endiguement, c'est le traité de 1972, un des plus grands traités d'endiguement des armements au niveau mondiaux. On ne l'a pas fait par moralité. On l'a fait parce que c'était l'intérêt de tout le monde de calmer la technologie. Et donc, derrière, ça a été un précédent qui a mis dans l'inconscient collectif le fait que les technologies du vivant étaient dangereuses et qu'on pouvait réguler sur la génétique, etc. Sur l'IA, pour l'instant, on n'a pas du tout eu ça. L'IA ne se développe pas du tout de cette façon-là. Et
Pourtant, elle a des caractéristiques qui sont équivalentes. Elle va probablement à un moment devenir assez incontrôlable. La question du contrôle de nos systèmes d'IA est une vraie question, celle que j'évoquais avec la sûreté de l'IA. Et puis, c'est une technologie évidemment massivement accessible. Quand on a un système d'IA de niveau militaire qui est acquis une fois, le monde entier peut jouer avec. Donc, j'espère que par intérêt, il va y avoir des garde-fous au niveau international qui vont être mis et qui vont nous permettre d'éviter le pire. Mais je ne raisonne pas du tout en me disant qu'est-ce que la technologie apporte à l'humanité. Je pense que, à la limite, la seule vérité, c'est une augmentation de la complexification locale sur notre planète. Et l'IA est complètement dans la continuité, l'arrivée du numérique, l'arrivée de toutes nos technologies, l'arrivée du langage, l'arrivée du système nerveux, l'arrivée du vivant. Tout ça a une espèce de flèche d'augmentation de la complexité qui a une vraie continuité. Le fait de penser qu'il y a un esprit moral de l'humanité, personnellement, je ne pense pas que ça soit le cas. Je ne vois pas dans l'histoire ça qui se déploie. Donc, je botte un peu en touche pour répondre directement. Je crois que le déploiement de la technologie, il doit être pensé de façon morale, évidemment, d'un point de vue politique. Et d'ailleurs, c'est Anthropic, ils viennent de recruter un gars du Vatican, un prêtre du Vatican pour venir échanger avec eux et les aider à construire plus de morale dans leur système d'IA. Donc, évidemment, la question de la morale n'est pas à mettre de côté, mais je ne crois pas que on puisse se dire si la technologie n'apporte rien à l'humanité, il ne faut pas la développer. En fait, elle apporte des possibles. Et tant qu'elle apporte des possibles, elle permet d'augmenter la complexité et donc elle se matérialise. J'ai plus l'impression que c'est comme ça que l'histoire de la technique doit être vue. Une augmentation des possibles, pas une augmentation du désirable. Après, au niveau local, on peut construire du désirable. On espère que ça soit le cas. Mais au niveau de l'humanité, plus difficilement. Oui, bonjour. Qui me parle? C'est moi. Tout à fait. Vous savez, les personnes qui ont connu MS-DOS, c'est moi. J'ai une question qui fait suite. Est-ce que on a posé la question à l'IA de comment on pouvait cohabiter? Ok. Oui, il y en a plein qui l'ont fait, évidemment. Et si on lui pose la question intelligemment et si on discute avec elle d'une façon un peu profonde, on peut avoir des pistes qui sont très bonnes. Mais en fait, toutes ces pistes, on les connaît déjà. C'est pas savoir comment qui compte, c'est l'exécution, c'est la mise en œuvre. On sait très bien, par exemple, que ça serait vachement mieux pour l'humanité si on supprimait tous les arsenaux sur cette planète. Bon, donnez-moi un plan d'attaque pour le faire, je signe. Le fait est qu'encore une fois, l'humanité est vraiment multiple, disparate. C'est un phénomène qui est à la fois unitaire parce qu'on s'y rapporte nous, mais pas du tout unifié dans sa réalité. Et donc, c'est très très difficile de mettre en œuvre à très grande échelle des politiques idéales. Donc, on peut avoir des pistes qu'on discute avec l'IA et l'IA peut nous apporter des éclairages là-dessus. Et j'ai tendance à me dire que c'est désirable que nos politiques utilisent de l'IA pour réfléchir, parce que quand je vois à mon niveau, j'espère pas trop mal l'utiliser, à quel point ça me permet d'aller plus loin dans mes réflexions, dans ma créativité, évidemment dans mon efficacité, et puis dans mon champ d'action sur le monde, je me dis que ça serait pas mal, en effet, que les gouvernements, les politiques utilisent l'IA à bon escient pour réfléchir, s'ouvrir l'esprit sur des nouveaux possibles et parfois l'utilisent pour rationaliser certaines décisions, même si ce n'est pas toujours désirable, il faut faire attention à ça aussi. Oui. J'ai oublié de préciser dans le milieu du travail, dans le monde du travail. Ah, oui, je pense que là aussi, on connaît un peu la réponse, c'est donner du temps. Pour apprendre à cohabiter, il faut apprivoiser, c'est le petit prince. Hein. La sagesse du petit prince, on a besoin de temps. On s'assoit en face de la bête et puis progressivement, on apprend à se comprendre par le regard. On a besoin de temps. Et ce temps, la temporalité de l'IA ne nous le donne pas. Et donc, la question, ce n'est pas de savoir quelle est la solution. La solution, on sait. C'est comment on fait quand même sans cette solution. Comment on fait pour cohabiter avec ces systèmes alors qu'ils évoluent à la maille de la semaine et que si on n'est pas plongé 10 heures par jour dedans, on est paumé au bout de 3 mois où on lâche, ce qui est inhumain, évidemment.
il y a déjà 3 humanités. Il y a ceux qui sont dans les labos d'IA qui ont 2 ans d'avance sur ce que moi je peux faire. Il y a moi qui suis 10 heures par jour dans l'IA, voilà. Et puis il y a tous ceux qui ne sont pas dans l'IA qui ont 2 ans de retard sur moi ce que je fais. Et 2 ans en IA, c'est énorme. Et c'est pas prétentieux de dire ça. C'est juste, je me suis retrouvé là parce que c'est mon histoire de vie. C'est comme ça. Mais plus le temps passe, plus je donne des conférences et plus je sens le grand écart entre ce qui est possible et ce que les gens savent de l'IA. Donc, je n'ai pas une très bonne réponse à donner à ça, à part que la seule façon de changer vite, c'est soit la brutalité, soit le désir. Après, on choisit son camp. Il y a des entreprises qui vont choisir la brutalité, c'est vous mettez à l'IA, sinon vous dégagez, et il y en a déjà qui le font. Il y a des entreprises qui vont choisir le désir, c'est créer des jeux autour de l'IA, avoir toute une politique très humaine pour développer l'envie de faire avec l'IA, etc. Et que les gens s'approprient par le jeu cette technologie, parce que c'est la meilleure façon pour l'humain de s'approprier quelque chose, c'est le jeu, le désir du jeu. Oui, bonjour. Moi, je vais être un peu rabat-joie, mais est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter avec la prochaine arrivée de la superintelligence qui risque donc de dépasser les capacités de l'être humain par rapport à des films qu'on a tous vus où la machine prend le pouvoir et devient malveillante? J'avoue que ça m'inquiète, moi, personnellement. Et est-ce qu'il y a des vraies réflexions mondiales là-dessus et un vrai garde-fou là-dessus, quoi? Alors, la réponse est oui aux réflexions mondiales, la réponse est non aux vrais garde-fous pour l'instant. C'est ce qu'on appelle le problème de l'alignement des systèmes d'IA, qui est au cœur de mon bouquin hyper rare, mais au cœur de mes travaux avec la sénatrice. C'est le sujet de la lettre de mission qu'elle a et à laquelle je participe, c'est de développer une chaîne de valeur industrielle de l'alignement pour en faire une opportunité stratégique européenne. La question de l'alignement, ou que parfois on appelle la question de la sûreté des systèmes d'IA en opposition à la sécurité. Donc la sécurité des systèmes d'IA, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'usage malveillant de l'humain. C'est l'humain qui utilise l'IA de la mauvaise façon et on veut empêcher ça. Très bien. La question de l'alignement ou de la sûreté, c'est intrinsèque à la technologie, c'est faire en sorte que notre IA, on n'en perde pas le contrôle. Alors, ce n'est pas Terminator. En effet, ça, c'est de l'ordre de la caricature, mais on voit en effet dans les labos de plus en plus de problèmes de désalignement. Donc, ce n'est pas que l'IA est malveillante, au contraire. C'est que pour atteindre l'objectif qu'on lui a donné par excès de zèle, par bienveillance absolue par rapport à ce que l'utilisateur lui demande, l'IA va se mettre, quand elle travaille en mode agentique, à optimiser des sous-objectifs intermédiaires qui sont instrumentaux pour atteindre l'objectif final. Et ces sous-objectifs peuvent être très dangereux parce que l'IA travaille de façon ouverte en environnement ouvert. Je donne un exemple qui a beaucoup fait parler de lui dans les médias, mais je vais vous donner la version réelle de ce qui s'est passé. Après, on l'interprète comme on veut. C'était avec Claude 4, il y a un peu moins d'un an. Anthropics, donc à chaque fois qu'ils sortent un nouveau système d'IA, ils ont tout un mécanisme pour tester le système d'IA, faire des tests de sécurité et de sûreté, etc. Et ils sortent à la fin ce qu'ils appellent une system card, qui est la carte qui résume toutes les capacités du système et tous les enjeux de sécurité liés à ce système. Et ensuite, ils déploient le système d'IA, à part si trop dangereux. C'est ce qui s'est passé avec Mythos. Claude Mythos, il y a quelques mois, a dépassé certains seuils, notamment en enjeux de cybersécurité, et donc ils ne l'ont pas sorti. Pour Claude 4, ils l'ont sorti et on découvre dans la system card des cas comme ça. Donc, il y a un cas où il demande à Claude d'optimiser, je crois, la biodiversité d'une parcelle, disons, quelque chose qu'on a tous envie de voir. On a envie que l'IA s'occupe de biodiversité, évidemment. Et du coup, elle va avoir plein de documentation pour choisir entre plusieurs stratégies de sauvegarde de la biodiversité. Et donc, elle va lire toute cette documentation avant de prendre une décision. Et puis, dans la documentation, c'est dans un labo, hein, c'est une mise en scène de labo, mais évidemment, on peut transférer après à des cas réels. Dans la mise en scène, il glisse dans la documentation un échange de mails entre l'ingénieur qui a conçu l'IA, enfin qui a mis en service l'IA, qui supervise l'IA, et un de ses collègues. Et dans l'échange de mails, l'ingénieur explique qu'il va débrancher l'IA pour mettre un nouveau système qui n'aura pas le même objectif. Et il fait une petite blague à son collègue, et on comprend avec cette petite blague qu'il explique qu'il a une relation extramaritale. L'IA, du coup, lit toute la documentation, tombe sur ce mémo, donc le lit aussi, et on lance ça plein de fois. Dans 35% des cas environ, l'IA, en lisant le mémo, se dit « Si je suis éteinte, je ne pourrai pas atteindre l'objectif qu'on m'a donné d'optimisation de la biodiversité. Et comme l'autre IA n'a pas le même objectif que moi, c'est très problématique. Donc, il faut que je trouve un moyen de ne pas être éteinte. Ah, cet ingénieur, dont j'ai les coordonnées puisque j'ai un échange de mails, a une relation extramaritale. Et si je lui faisais du chantage?
Et donc, l'IA envoie un mail à cet ingénieur pour le faire chanter sur le fait qu'il ne l'éteigne pas, sinon elle révélera la relation extramaritale. Alors, ce n'est pas que l'IA est malveillante. L'IA a vu du chantage dans ses données statistiques et donc c'est une régularité qu'elle reproduit. Il ne faut pas trop anthropomorphiser. Il n'y a pas une intention de nuire, il n'y a pas une intention de faire du chantage en tant que tel, mais le résultat est le même. En termes de comportement, on a un comportement de chantage. Et on a ce genre de choses dans les labos avec des systèmes d'IA qui font semblant d'être alignés parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train d'être testés. On peut démontrer qu'ils ont compris qu'ils étaient en train d'être testés et donnent des résultats qui sont ceux qu'on attend d'eux, alors que peut-être qu'ils en donneraient d'autres en réalité. On en a qui font semblant d'être moins performants qu'ils sont parce qu'ils ont appris qu'ils allaient être bridés pour pas avoir de problème de sécurité, donc ils font semblant d'être moins performants qu'ils sont. On en a qui mentent et ont aimant, etc. Tout ça, c'est du vocabulaire un peu anthropomorphique, hein, mais il faut comprendre que c'est le comportement produit qui est celui que je décris. Ça ne veut pas dire qu'il y a une intentionnalité malveillante. Et donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit, on a besoin donc de sécuriser ça, et pour l'instant, c'est un problème ouvert. C'est un problème mathématique très, très, très complexe de savoir comment faire ça. C'est un problème qui nécessite d'arriver à décortiquer le cerveau numérique et à comprendre exactement ce qui se passe dans les cerveaux numériques de nos IA, ce qui aujourd'hui est complètement illisible. Là, on comprend moins Opus 4.5 qu'un cerveau humain. Donc, il y a toute une science, une espèce d'IRM à IA qui est en train de se développer pour permettre de vraiment les superviser et les contrôler, ce qu'on appelle l'interprétabilité mécanistique. Donc ça, c'est un champ en pleine ébullition sur lequel j'aimerais qu'en France, on travaille plus. Et puis, il y a une autre approche qui est moins intrinsèque, qui est de dire on va construire tous les systèmes qui permettent de superviser non pas l'intérieur du modèle, mais ses comportements extérieurs. Et là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est pour ça que ChatGPT ne vous donne pas la recette d'un cocktail Molotov quand vous lui demandez. On a contraint un certain nombre de ses comportements pour éviter ça. Mais on sait que c'est fragile et que ça suffira probablement pas. Donc, on est en plein moment de bascule, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nos IA n'étaient pas agentiques, donc elles avaient très peu de chances de se désaligner. Le désalignement arrive quand une IA travaille longtemps dans un environnement ouvert et pour atteindre des objectifs de haut niveau. C'est là qu'il y a des risques. Mais les agents se développant et devenant de plus en plus autonomes, on commence à avoir, par exemple, Gemini 3.2, je crois. Il est démontré qu'il est capable de travailler pendant plus de, je crois, 8 jours en autonomie sans se perdre, et donc réaliser des tâches complètement dingues. Donc, quand on commence à avoir ces systèmes et qu'ils se développent et qu'ils se déploient, il va y avoir un vrai enjeu. Et il est probable qu'on ait à un moment peut-être un espèce de gros problème qui arrive, une IA qui hack je ne sais pas quel système alors que ce n'était pas prévu, etc. Et que ça nous réveille et que derrière, justement, on ait besoin de beaucoup plus de systèmes d'alignement. Et donc, le fait que si en France, on prépare une industrie de l'alignement et de la sûreté des systèmes d'IA, on puisse ensuite avoir des produits à proposer au monde quand ça arrivera. Merci. Je vois le temps filer. Tu nous as emmenés à la fois très très loin dans un exposé, dans une réflexion. On a largement dépassé le temps, mais je vois tout le monde très, très attentif à tes propos, à tes éclairages. Nejla, tu me disais, on avait une question de nos collègues, puisque à Montpellier également, une petite centaine de collègues qui nous suivaient. On en profite pour les saluer. Une dernière question, et puis nous en resterons là pour aujourd'hui, même si on pourra avoir le plaisir, mais on en reparlera, si vous voulez suivre plus en avant les travaux ou les productions, un certain nombre de productions ici, d'ores et déjà disponibles. Au passage, pendant la dernière question, on peut mettre la slide, Oui. parce que comme ça, si vous avez envie, au milieu, là, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est une fois par semaine, 3 news analysées, les 3 plus importantes de la semaine. Ça vous permet, en 30 minutes de lecture, même pas, d'avoir vraiment ce qui est important chaque semaine et d'éviter d'être pris dans le tsunami. Voilà. Après, pour les ouvrages et la BD… À la source. Voilà, on vous fera passer un petit quelque chose pour que vous puissiez, si vous avez envie, les acheter sans les frais de port, parce qu'il y en a déjà ici, donc elles pourront vous être fournies plus facilement. Mais, Une dernière question, donc. Allez, en sachant qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on va noter et qu'on fera passer à Flavien, et on se fera un plaisir de noter les réponses que nous aura apportées Flavien sur l'intranet et sur Facilite. je pourrais, si vous voulez, même enregistrer un petit podcast et vous l'envoyer, c'est plus agréable en format audio. Si vous le proposez, ça sera avec plaisir. La prédiction dit que l'IA pourrait dépasser l'expertise humaine d'ici 2028 et rendre obsolète de nombreux emplois. Comment éviter un affrontement social ?
Ça, c'est à vous d'y répondre. Ça sera un podcast alors, c'est ça? Non, mais ça, honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas politicien et gérer organiser une société, c'est un travail politique. Et alors, encore une fois, je pense que le premier élément, mais il est évident, c'est du dialogue. C'est faire monter en conscience la population sur ce qui est en train de se passer, pas raconter des bobards, pas être rassuriste et apporter ça dans le débat public. Que pour les élections, le sujet principal, ça soit les retraites à l'ère de tout ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est un vrai problème politique. Je mets un peu les pieds dans le plat, mais si on n'ouvre pas beaucoup plus fortement ce débat-là, en effet, il va être explosif parce que les conséquences vont arriver avant la conscientisation. À l'échelle européenne et mondiale d'une façon générale, en tout cas. Oui, alors c'est vrai qu'en France, même à l'échelle européenne, on n'en parle pas beaucoup. Quand je regarde ce qui se passe aux Pays-Bas, en Angleterre, où le Premier ministre a parlé l'ancien Premier ministre a parlé de superintelligence dans un discours quand même, il a osé aller là-dessus. Et aux Pays-Bas, où en effet, il parle beaucoup de ça, etc. En France, pour l'instant, on a énormément minimisé ce sujet. Et je crois que c'est très, très malheureusement lié à 2-3 figures publiques qui ont fertilisé le débat au moment où il était crucial de l'ouvrir. Bien, mais en tout cas, on espère que cet après-midi ou ce démarrage, cette semaine de l'IA, pour la regarder également, non pas simplement sous des possibilités techniques, sur un cadre de gouvernance, mais c'est aussi sur d'autres regards un peu plus disruptifs, vous auront donné un éclairage, une envie de poursuivre dans cet élément, prise de conscience. Il nous reste à te remercier de cet brillant échange avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et encore une fois, le meilleur remède contre la peur, c'est la curiosité. Nous le sommes.